l'éligibilité ou non du professeur Maurice Kamto. Avec vous, nous voulons interroger la loi. Finalement, le professeur Maurice Kamto est-il éligible ou pas à l'élection présidentielle d'octobre 2025 prochain? Il faut faire une précision de taille. Laquelle précision voudrait que le code, notre législation a accordé des marges de manœuvre aux partis politiques ou aux leaders des partis politiques qui n'ont pas pris part aux élections. Et c'est en cela que l'article 121 du code électoral est suffisamment clair. Cet article dispose que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique, représenté au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, et dans les conseils régionaux et les conseils municipaux. Maintenant, si vous ne remplissez pas cette condition, et si vous n'avez pas d'élu, surtout dans les instances que je venais de citer, vous avez la possibilité d'actionner ce que j'appelle la candidature indépendante. Donc, sur ces deux éléments que je venais d'indiquer, le professeur Maurice Kamto, pour parler de l'MSC, est justement apte à présenter sa candidature, c'est-à-dire il est investi par un parti politique ou alors il peut actionner la candidature indépendante. Mais maintenant, où la question à chaud, c'est de savoir que est-ce que le fait d'avoir reçu des transfuges partant du SIF pour le MSC peut contribuer à valider son éligibilité? C'est à cela que je dis non, parce que le mandat impératif ne vise pas à conférer, à valider l'éligibilité, puisque on ne peut plus réorganiser une élection, on ne peut plus tenir ce que j'appelle une session de plein droit, on ne peut plus refaire les procès-verbaux, on ne peut plus procéder à la validation tel que cela a été prévu par notre code électoral. Donc, en conclusion, Maurice Kamto peut aller à l'élection s'il est investi par un parti politique ou s'il actionne la candidature indépendante. Mais valider sa candidature sous la bannière du mandat impératif, c'est ça qui est très compliqué parce que on ne va plus réorganiser, procéder à la mise en place des procès-verbaux, la validation, la session de plein droit. Alors, professeur, on reste avec vous. Il est dit, évidemment, qu'un député est, au-delà d'être le député de son parti politique, il est un député de la nation. Est-ce que sur le principe, ou alors sur le postulat, sous la posture de ce qu'un député est député de la nation et non député de son parti, est-ce que le fait de partir d'un parti pour un autre parti, il n'amène pas ce mandat, effectivement, dans le nouveau parti? Non, il n'amène pas le mandat, il n'amène pas le siège. Écoutez, quand un parti politique vous a élu, le mandat impératif veut dire que vous jouissez d'une indépendance juridique vis-à-vis du parti et vis-à-vis des électeurs. Maintenant, la conséquence juridique, c'est que vous bénéficiez du principe de la mobilité politique. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer, aller dans un autre parti ou dans un autre, mais vous ne pouvez pas emporter avec vous la conséquence de la transférabilité de l'éligibilité. Donc, voilà la logique que je suis en train de développer. Perdu dans cette explication. Professeur, on reste avec vous. Vous êtes un esthète du droit. On va interroger un tout petit peu l'histoire. On se souvient justement que la loi camerounaise est une des lois qui s'adosse un tout petit peu sur certaines lois, entre autres la loi française. Et on se souvient justement qu'il y a un article de la Constitution, notamment l'article 15, qui traite de ces questions. Et on se souvient aussi que c'est un article qui est très proche d'un article français, en l'occurrence l'article 27 de la Constitution française de 1958, qui parle notamment de cette question ou encore de cette mobilité des différents élus. On sait aussi que selon un rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le nomadisme politique est une notion qui existe bel et bien. Et aujourd'hui, 23 pays d'Afrique francophone noirs s'appuient notamment sur cette loi. Et justement, quelques exemples patents que nous avons pris dans l'histoire. En 1993, par exemple, on sait qu'il y a 9 députés qui ont donc
donc claqué la porte dans un parti politique et qui ont rallié un autre parti. En 2010, par exemple, on a au Burundi, toujours, un autre député qui avait quitté son parti pour rallier un autre parti, mais qui avait toujours été reçu d'ailleurs certains crêts des partis après avoir quitté leurs différents partis. Ça marche ailleurs du point de vue du droit international. Est-ce que ce n'est pas l'élément sur lequel on voudrait s'appuyer, ou du moins le MRC, le professeur Maurice Kamto voudrait s'appuyer? Monsieur Marlon, le Cameroun, ce n'est pas la France. Le Cameroun, ce n'est pas le Burkina Faso. Le Cameroun, ce n'est pas le Congo. Nous avons notre autonomie, nous avons acquis depuis 1960 notre pleine souveraineté. Ce n'est pas parce que ça se passe au Gabon ou en France que ça doit nécessairement se passer au Cameroun. Nous sommes en train d'expliquer ceci et de la manière la plus simple. C'est un peu comme la récitation, la fourmi et la cigare. La fourmi travaille, elle va aux élections, elle a ses députés. À un moment donné, quand elle va donc récolter les fruits, la cigare s'amène pour dire on partage des dividendes. Ce qui s'est passé, par exemple, le pays que vous avez cité, les listes qui ont rejoint le parti qu'ils ont créé avaient déjà des élus. Or, à la différence que le RDC n'a pas d'élus. Nous avons justement quelques soucis de connexion. Le temps pour nos techniciens de se mettre à l'œuvre pour rétablir la connexion entre le professeur Louison Isomba et nous, parce que là, ce n'était plus très audible. Là, on va revenir à lui. Mais vous êtes la personne la plus assise sur ce plateau, parce qu'on parle là du professeur Maurice Kamto, et vous êtes membre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il se dit au sein du MRC? Est-ce que le professeur Maurice Kamto peut-il aller aux élections? Est-ce que le MRC peut l'investir comme président? Guy Laurent Kwame. Voyez-vous, c'est très embêtant. Ce qui se dit au MRC, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Nous ne comprenons pas ce débat. Le professeur Maurice Kamto, le président élu, a dit « Je serai candidat aux élections présidentielles qui arrivent ». Et ce que nous ne comprenons pas, c'est toute la peur bleue qui a envahi l'ensemble du sérail, surtout le RDPC. Le professeur Louison Isomba, c'est un ami, il vous l'a dit. Je suis extrêmement peiné dans ce débat de lui donner du change, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et je suis extrêmement embêté de voir que, malgré le fait, et là nous sommes heureux sur cette question-là, de voir que le Cameroun en entier est devenu une grande université. 30 millions de juristes. C'est très rare. Je vous ai vu vous-même citer des cas dans le monde entier. En fait, vous faites du droit international. Bien évidemment, parce que là, le Cameroun ne vit pas en vase clos. Mais vous faites du droit international comparé. Il faut dire que le cas de Maurice Kamto amène le Cameroun à rentrer, tout le monde rentre à l'université. Et que même la Bayam Salam récite depuis quelque temps l'article 15. Tout mandat impératif est la nullité du mandat impératif. Mais nous ne voulons pas faire ce débat. Parce que pour nous, au MRC, Maurice Kamto sera candidat. Le RDPC ne va pas nous créer de faux débats pour empêcher que les Camerounais leur demandent leur bilan. C'est 43 ans. Monsieur Maurice Kamto n'est rien à l'échiquier de 43 ans de la vie d'un État. Et nous sommes à un moment important. Et nous refusons cette distraction. C'en est une? Énorme, extrême. Je vous dis pourquoi. Monsieur Jean Kouéké, à la fin de l'année dernière, a fait une sortie médiatique sur les réseaux où il disait Maurice Kamto ne peut pas être présenté, ne peut pas être candidat. Le débat était d'ailleurs d'abord là. Maurice Kamto ne peut pas être candidat. On en a ri. Nous sortions de notre convention à Yaoundé le 9 décembre 2024 où nous avions porté la candidature de Maurice Kamto. On lui a dit, c'est toi qui seras le candidat du MRC. Et à la même occasion, l'APC, l'alliance la coalition qui porte la candidature de Maurice Kamto aujourd'hui, lui a demandé s'il souhaitait être le porte-étendard de leur coalition. Et Maurice Kamto a dit oui. Suivez bien. Alors, le déroulé de l'histoire. Vous nous permettez, Guy Laurent, parce que je crois que là, on a le professeur Louison Isomba, on a réussi à rétablir la communication. Alors, professeur, on imagine que vous êtes en ligne en ce moment.
Bien sûr, bien sûr. Alors, vous faisiez un développement, professeur Louison Essomba, en apportant quelques nuances selon lesquelles le Cameroun est bien loin d'être le Burundi, le Cameroun est bien loin d'être le Burkina Faso, entre autres. Bien sûr, écoutez, nous avons acquis notre pleine souveraineté depuis le 1er janvier 1960. Est-ce que les tests qui sont en vigueur au Burkina Faso s'appliquent au Cameroun? Est-ce que le test français, la Constitution française du 4 octobre 1958 s'applique au Cameroun? Il faut faire très attention. Nous avons choisi au Cameroun ce qu'on appelle le monisme avec primauté du droit interne sur le droit international. Et il faut préciser que, et je continue de le dire, les gens me comprennent très mal. Je ne suis pas en train de dire que Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Mais j'explique que s'il actionne ce que on appelle le mandat impératif, qui a une double mission, protéger l'élu et protéger le mandat, c'est-à-dire rendre l'élu libre par rapport justement vis-à-vis de son parti et vis-à-vis de ses électeurs. Donc quand les gens le comprennent, je me rends compte que je suis très incompris et mal compris. Pourtant, j'explique clairement quelque chose qui semble être pertinente. Et si aujourd'hui, véritablement, j'ai pu mettre ce problème à découvert, ça permet justement au MLC ou à son leader de penser déjà à des plans B, à des plans C. Voilà. Alors, professeur, on reste avec vous. Nous voulons justement comprendre pour monsieur Lambda qui nous écoute à la maison, vous avez parlé du Cameroun. Vous avez parlé du Cameroun qui est bien différent, mais on se souvient, si nos recherches sont les bonnes, à moins que nous puissions nous tromper là-dessus, mais ce qui est un peu rare. Alors, au Cameroun, en 2019, je crois que là, nous avons un député SDF qui avait rejoint un groupe parlementaire du RDPC. Il s'agit notamment de Oscar Ndombe Kingé, je crois bien. Alors, mais pourquoi ça n'avait pas fait problème à ce moment? Oui, ça n'avait pas fait autant de bruit parce que le RDPC avait déjà les élus. Le RDPC était déjà représenté, à la différence que cette année, le MSC n'a aucune représentation. Vous voyez, au départ, le MSC n'a aucune représentation. C'est pourquoi ça fait normal. Vous voyez que les jurisprudences que vous prenez ne s'arriment pas, ne s'accommodent pas à ce que nous sommes en train de démontrer. Le député du SDF fait partie dans le RDPC. Le RDPC avait déjà des représentants au niveau du Parlement camerounais. Donc, ce que nous avons appelé le mandat représentatif. Or, la différence, c'est que le MSC n'a aucun élu, que ce soit au conseil municipal, au conseil régional, encore moins au niveau du Parlement. Donc, voilà la nuance qu'il faut relever. Professeur Louison Essomba, on vous reviendra justement, vous aviez la parole tout à l'heure, Guy Laurent Kouam, vous disiez justement être peiné. Vous sembliez ne pas très comprendre, oui, très bien comprendre. Parce que je vois la difficulté avec laquelle le professeur Louison essaye de faire des développements. Nous, merci, on vous a dit qu'on veut rester concentré dans le dialogue qu'on a avec les Camerounais. Alors, il faut rappeler que le professeur Louison Essomba, il dit le droit, c'est un enseignant émérite du droit. Est-ce que ce ne sont pas là les dispositions de la loi qu'il est en train de relever? Non, monsieur, vous avez l'article 121. Si vous voulez, ou si vous souhaitez bien, je peux vous demander de lire cet article. Alors, faites-le vous-même en quelques minutes, en quelques secondes, pardon. Je regarde si je le trouve très rapidement. Bon, je ne l'ai pas devant moi, mais j'aurais souhaité que l'on retrouve l'article pour le lire dans sa lettre. Pour le lire dans sa lettre. Alors, je l'ai devant moi. Les candidats, article 121. Je vais demander des excuses à la communication de mon parti parce que nous sommes interdits de faire ce genre de distraction. Mais je vais le lire pour vous. Article 121. Les candidats peuvent être élus soit par un parti politique, soit indépendants à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités. Voilà. Et puis, bon, j'ai pas la troisième ici, mais l'article dit bien que le parti politique doit être représenté. On a dit représenté. La loi ne dit pas que le parti doit avoir participé à l'élection législative ou précédente ou pas. Précédente. L'article ne le dit pas. Donc le professeur Louison fait une interprétation de la loi. La loi dit que le parti politique doit avoir des représentants. Et à quel moment est-ce qu'on dit si je suis représentant d'un parti ou pas? Mais c'est au moment effectivement où se déroule l'élection. Si au jour de l'élection, je suis militant du MRC, je représente le MRC. Mais que veut dire représenter?
On n'a pas dit que je sois un élu ou que j'ai participé au nom du MRC à l'élection précédente. Rien ne le dit. Donc il faudrait qu'à un moment donné, ces débats s'arrêtent. Je disais donc tout à l'heure que quand M. Jean Kouété lance ce pavé dans la mare et dit le MRC ne peut pas participer aux élections présidentielles, les gens lui disent d'où vient ce débat? Le ministre, bon, il n'est pas ministre du Travail, M. Grégoire Napal, qualité de, je crois, SG du RDPC à ce moment-là, il sort et il dit, mais est-ce que nous, on a le droit de parler d'un autre parti politique? Le MRC fait ce qu'il veut de ses candidats, on n'a pas le droit d'en parler. Mais vous avez vu qu'il y a quelques jours, le même Grégoire Nassor, il vous dit, M. Maurice Kamto pourrait, mais le MRC ne peut pas. Pourquoi tout ce débat? La loi a prévu 3 alternatives. Et, contrairement à ce que lui ont dit, nous ne voulons pas savoir s'il y a un plan B ou C. On sait que la loi a prévu 3 plans. A, B et C. Et tous ces 3 plans sont sur notre table. Pour le moment, ce n'est pas intéressant de savoir si on va prendre le A, le B ou le C. Et j'ai même l'impression que le RDPC fait franchement tout ce rendam pour essayer de tirer les marrons, essayer de demander le MRC va faire comment. Nous, on a les 3 alternatives. Et on utilisera bien une alternative qui est légale. Merci. C'est tout. Guy Laurent Kwam. Georges Auriol Lécan, vous êtes sociologue. Alors, cette candidature annoncée du professeur Maurice Kamto semble créer, on utilise l'expression de Guy Laurent comme tout à l'heure, une sorte de peur, mais ça encore il faudra démontrer. Une sorte de flot qui se crée dans la société. Si jamais le flot existait, à qui il profiterait, Georges? Justement, Raoul, vous faites très bien de dire que depuis quelques moments, l'opinion publique camerounaise et les populations du Cameroun sont perdues, n'est-ce pas, dans une sorte de cacophonie, n'est-ce pas, dans un trouble qui se veut en même temps politique, militant et à la limite même juridique. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais dans l'essentiel se perdent déjà à savoir même qui sont les candidats. Non seulement il y a une flopée de candidats qui se sont déjà déclarés. Supposons, Raoul, qu'aujourd'hui, qu'on fasse une certaine, qu'on appelle ça un sondage d'opinion. Oui. Et qu'on demande au Camerounais lambda qui sera candidat à l'élection présidentielle. Quand M. Paul Biya, on peut dire oui, il sera candidat. M. Serge Espoir Matomba, oui, il sera candidat. Lorsqu'on arrivera chez Maurice Kamto, quelle est la réponse? Je pense que je ne sais pas, sera majoritaire. Parce que justement, vous aurez observé que des juristes sont sortis pour expliquer des concepts qu'on ne connaissait pas. Comme il a dit tout à l'heure, une large université. Nous sommes sortis des amphis pour amener mandat représentatif, mandat impératif. Les cours de droit constitutionnel, droit politique, droit administratif, ainsi de suite, dans la rue. Comme il disait, même la maman du quartier aujourd'hui, c'est déjà qu'il y a un concept qu'on appelle mandat représentatif, qu'on ne connaissait pas hier. Comme si ça ne suffisait pas, c'est les organisations de la société civile, les leaders de la société, les organisations de la société civile qui sont sortis, venus poser un problème. Comme ça ne suffisait pas, ce sont les militants de certains partis, sans que les personnes concernées ne disent un mot, sans que le juge constitutionnel, par exemple, ne dise un mot. Et justement, c'est l'une des interrogations. Jusqu'à présent, on n'a pas vu, par exemple, Election Cameroun, qui est l'organe en charge, dire un mot, faire une sortie là-dessus. En comment le Conseil constitutionnel? Mais pourquoi ça bavarde de temps, Georges? Justement parce que le Conseil constitutionnel a son agenda et a son travail à faire. Et il ne va pas se laisser entraîner dans la rumeur, dans les spéculations, alors qu'ils ont mieux à faire que cela. La question que donc vous posez, trouvez donc là, n'est-ce pas, son terreau. À qui profite le flot? Qu'est-ce qui explique cette montée du débat militant, politique sur l'espace public? Qui sont ceux qui tirent les marrons du feu? Hypothèse 1. Le parti au pouvoir. Est-ce que c'est le parti au pouvoir qui est en train de dire, ok, on va secouer la casserole, on va secouer pour savoir ce qui en sort. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans leur camp? Quelles sont les stratégies qu'ils sont en train de mettre en marche? En tout cas, nous, on va entraîner l'opinion publique pour croire que M. Tel n'est pas capable d'être candidat. C'est une hypothèse qui attend d'être vérifiée par rapport aux faits. Mais le MRC lui-même peut aussi tirer les marrons du feu. Justement, pour l'exposition, si vous voulez, la surexposition sur l'espace public médiatique.
Aujourd'hui, dans les bars, dans les restaurants, dans les gares, sur les plateaux de télévision, matin, midi, soir, MRC, MRC. Et si on arrive à faire par exemple une mesure de l'audience du MRC, on peut observer que la notoriété du MRC est accrue. Donc, à qui profite? Ça profite au MRC. C'est une publicité inconsciente, involontaire qu'on est en train de faire chaque jour. Est-ce que là, justement, ceux qui, pour l'instant, essayent de mettre en œuvre une certaine mécanique pour peut-être empêcher ou encore restreindre, réduire les possibilités du MRC de présenter un candidat, est-ce qu'ils ont conscience notamment de cette publicité si on s'en tient à vos Justement, propos? il y a un sociologue qui appelait ça les effets pervers. On va se retrouver là dans ce qu'on appelle une sorte d'effet pervers. C'est-à-dire qu'en voulant nuire, faire du mal au MRC, l'inverse se produit. Ce tapage médiatique aura d'une manière ou d'une autre une incidence. La première chose aujourd'hui qu'on peut remarquer, c'est qu'en longueur de journée, le nom qui revient, c'est MRC. Tout à fait. Si on fait un sondage, il est possible que parmi les partis politiques connus aujourd'hui, c'est le MRC. Bon, voilà pourquoi je peux venir à la conclusion que le MRC lui-même tire bénéfice de ce cafouillage, n'est-ce pas, qui est en train de se passer dans les différents espaces publics. Merci Georges Auriol-Likama. C'est une élection, Hervé Nana, qui est certainement une des élections attendues parce que beaucoup estiment que en 42 ans, il faut peut-être un autre narratif, il faut une autre façon de voir, il faut une autre façon de faire même les choses. Alors sur ce plateau, vous qui êtes une personnalité, notamment de la société civile, est-ce qu'on va dire que c'est une élection importante pour le Cameroun 2025? Oui, on dira même que c'est une élection capitale parce que, voyez-vous, comme l'a dit le sociologue tout à l'heure, on a enlevé le droit de l'université pour l'amener dans les bars, parce que chez nous ça débat également, pour l'amener dans les réseaux sociaux, parce que le mot impératif et représentatif, on ne savait pas de tout ce qui va avec. Mais maintenant, il y a un problème fondamental qui est dedans, c'est que c'est un problème d'interprétation des textes en fonction de la position de chaque candidat, de chaque politicien en fait. Quand on est du côté du MRC, on interprète en sorte pour dire que c'est le MRC. Le MRC a la possibilité de se présenter. Enfin, le procès Maurice Kamto a la possibilité de se présenter à l'élection. Quand on est du côté du parti au pouvoir, c'est-à-dire du RDPC, on dit qu'il ne peut pas se représenter. Ça crée vraiment ce trouble-là. Et comme l'a dit encore le sociologue, chacun tire les ficelles de son côté et ça donne beaucoup plus de visibilité à celui qu'on croit abattre. C'est-à-dire à toutefois à dire que le MRC n'a pas la capacité d'être, on ne fait que citer le MRC. Et d'une manière subconsciente, même quand tu seras derrière les unes, tu vas voir RDPC, MRC, tu vas choisir entre les deux. Tu vas oublier les autres partis. Pourtant, ce sont des véritables acteurs de la société. Donc pour nous, on pense quand même que c'est une élection qui est très capitale parce que c'est quand même 43 ans. Et même si on n'est pas du MRC ou bien du RDPC, on a quand même besoin de voir les choses bouger, les lignes bouger, parce que quand quelque chose change, on a espoir de ce qui arrive qu'on ne connaît pas. On a espoir sur l'inconnu. Parce que là maintenant, on connaît déjà les candidats et on connaît déjà qui était là avant. Et s'il y a l'inconnu, ça nous permet d'avoir plus d'espoir. On se dit que bon, d'ici demain ou après-demain, les choses vont changer. Il peut prendre une décision qui pourra amener les choses à avancer, et même dans tous les secteurs, que ce soit de l'économie, que ce soit politique, que ce soit n'importe comment. Alors, justement, vous qui parlez d'une élection capitale, on sait quand même que le MRC, c'est pas le seul parti au Cameroun. Il y a une pléthore, une ribambelle de partis politiques, et d'ailleurs, il y a une liste très restreinte qui avait été notamment mise en public par le MINAT il y a quelques mois auparavant, mais on n'entend pas d'autres partis faire autant fureur sur la toile. Est-ce que l'hypothèse d'une peur du MRC semble se concrétiser à la lumière de ce qu'on observe? Bien évidemment, parce que quand vous remarquez, les gens qui font les sorties les plus grandes sont les personnalités administratives et politiques du pays. Si un ministre se lève et prend la parole et dit que tel candidat ne sera pas candidat, tel citoyen ne sera pas candidat à l'élection, et il cite son parti, ça fait qu'on oublie les autres partis. Voyez-vous, parce que les autres partis, on sait d'une manière naturelle ils auront leurs représentants à l'élection. Mais au lieu de citer un parti, on ne fait que citer le parti et son représentant, c'est-à-dire le citoyen qui va y aller avec. Ce qui fait que ça rend les autres carrément absents, effacés de la course. Pourtant, il y a des bons candidats, même dans d'autres partis là, qu'on ne fait pas trop allusion à eux. Donc, c'est un peu une façon de faire la publicité des deux partis en compétition. Merci Hervé. Alors je crois qu'on a encore le professeur en ligne. Est-ce que le professeur est encore en ligne avec nous? Le professeur Louison Isomba, est-ce qu'il est encore en ligne?
Alors, on va revenir parce que ce sont deux thèmes qui ont refait surface ici sur le plateau. De sa posture d'homme de droit et de juriste, peut-être qu'il nous permettrait de mieux comprendre ces deux notions, ces deux approches notionnelles, mandat représentatif, mandat impératif. On voudrait savoir justement quelle est la frontière ou encore la différence entre les deux. Georges Auréole Lekama, est-ce qu'il y a un certain nombre de signaux qui indiquent justement que la plupart des Camerounais s'attendent aujourd'hui à voir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau? En tout cas, vous observez bien la société sous la lunette, notamment du sociologue que vous êtes. J'arrivais, que je disais que le changement fait partie, n'est-ce pas, de la base de la société, parce que qu'on le veuille ou pas, tout change, tout évolue. Donc le changement inscrit, n'est-ce pas, dans le corps social. Donc l'arrivée d'une nouvelle personne est toujours quelque chose d'enchanteur. Mais il faut dire que lorsque vous essayez un peu de rentrer dans l'histoire politique ou dans l'histoire des élections au Cameroun, il peut dire des années 90 à aujourd'hui, nous avons déjà connu deux grands moments, n'est-ce pas, d'élection. En 92, dans les années 90 et 92, on a vu une mouvance. Une sérieuse mouvance. Moi, j'étais encore un peu plus petit que ça, mais je me rappelle ce fameux vendredi lorsque le président Alexis Dépendamou allait proclamer les résultats. Au Cameroun, s'était arrêté un instant. Au Cameroun, c'était arrêté. Avec cette anecdote de je dis ce que je vois, ou alors je dis ce qu'on m'a dit de dire. Mais lorsque moi, qui sortais des classes, j'ai fait la 5e, je pense bien, je rentrais, je me suis arrêté quelque part pour regarder la télé, on avait vu au Cameroun s'arrêter. Et après ce qui s'est passé en 90, on a eu l'impression que le mouvement politique, la dynamique militante et politique avait pris un plomb dans l'aile. On a eu l'impression que la courbe était descendante. Cette courbe va retrouver, n'est-ce pas, une certaine vigueur dans les années 2018, avec, n'est-ce pas, la dernière élection présidentielle. Et je m'étais un peu amusé à travailler sur les cycles des élections pour voir si on pouvait trouver une trajectoire, un cycle de type d'élection. Donc, 92, 2018, et j'avais même dit que l'élection de 2018 avait entravé le réveil politique et militant du Cameroun. Mais en 2025, on sent quand même une certaine mouvance. On a l'impression qu'on est en train de revivre le 2018 bis. Cabral Libi qui est encore là, Serge Espoir Matomba qui revient, Maurice Kamto qui est là, le président Paul Biya qui est là, et les autres présidents, il y avait Franklin Difford qui n'est plus là, il y avait les autres. Donc on a quand même l'impression que dans le corps social, ça bouge. Ça bouge. Et pour les aiguilleurs de l'actualité, pour ceux qui observent la mouvance du Cameroun, on pense que ça sera un grand moment. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça c'est une affaire d'hommes ou c'est une affaire de système? Est-ce qu'en changeant les hommes, on a bougé quelque chose, ou alors il faut changer le système? Alors qu'est-ce que vous vous dites? Et ce que je suis en train d'observer, c'est que j'ai l'impression que le débat reste calé sur les personnes. Par exemple, revenons sur le cas du MRC. Le vrai débat, ce n'est pas est-ce que le professeur Maurice Kamto sera candidat ou pas. Là, il a dit candidat. Est-ce que sa candidature sera acceptée? La question n'est pas là. Mais la question, c'est de savoir est-ce que le MRC peut présenter un candidat à l'instar du professeur Kamto? Oui. Est-ce que M. Kamto peut être candidat? Oui. Il est citoyen camerounais qui joue de tous ses droits. Donc, du coup, il peut activer un ensemble de leviers prévus par aussi bien la loi électorale que la Constitution. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, est-ce que le MRC peut présenter un candidat? Ça peut ne pas être un professeur Kamto. Ça peut être un autre militant du MRC qui vient à être candidat. Est-ce que cela est possible? Voilà tout le gros débat. Mandat impératif, mandat... Je pose une question. Supposons qu'un parti a un seul représentant, a un seul élu, et que l'élu venait à décéder avant une élection. Est-ce que ce parti a encore d'élu? Est-ce que ce parti peut encore candidater à l'élection? Alors dites-nous. Je ne suis pas juriste. Moi, je pose des questions. Vous avez un parti avec un seul militant, avec un seul candidat, pas que c'est dit, avec un seul élu, et que celui-ci venait à décéder. Ou alors même, par transhumance politique, venait aller dans un autre parti. Ce parti-là peut-il présenter un candidat à l'élection présidentielle? On peut répondre. Merci. Alors je crois que là nous avons cette question qui brûle, enfin une réponse qui brûle les lèvres de M. Guy Laurent Poingui. Non, la réponse ne brûle pas mes lèvres. Oui. Je voudrais juste profiter de cette occasion pour répondre à cette question, pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Si vous avez un parti politique qui a un seul élu, et que cet élu vient à décéder, et qu'on est dans l'hypothèse du mandat impératif qui est nul, et bien quand une élection arrive,
et que nous sommes sous cette loi-là, eh bien le parti ne peut pas présenter sa candidature. Parce que l'élu étant quitté, il n'y a plus personne qui le représente. Je lis la loi. La loi dit un parti représenté. La loi n'a pas dit un parti qui a participé à l'élection. Ah oui. Ça veut dire que s'il y avait un seul qui représentait ce parti et qu'il n'y en a pas eu d'autres, si on lit la lettre de la loi, ce parti n'a plus la possibilité. Ce qu'on appelle, c'est la transhumance qui joue. Ça dit cette sorte de transitivité, quoi. Ce qui se passe au Cameroun, et ce qu'on explique dans beaucoup d'autres cas, c'est que un élu porte avec lui son mandat. Si le mandat était impératif, cela voudrait dire que dès que l'élu quitte le parti politique, eh bien la fonction à laquelle il a été élu lui est également retirée. Tout à fait. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, puisque le mandat, lui, n'est pas impératif, je prends mon mandat et je vais ailleurs avec. Si vous avez un seul élu et qu'il décède, ce mandat, à moins qu'il y ait un mécanisme de remplacement, ce qui est également prévu. Si un mécanisme de remplacement, c'est différent. Écoutons-nous très bien. Si un élu décède et qu'il y a un mécanisme où dans son parti, il peut être remplacé par un suppléant, ça veut dire que le parti continue à être représenté. Tout à fait. Maintenant, c'est différent de dire que le parti ait participé à l'élection. Aujourd'hui, au Cameroun, on est dans l'hypothèse du mandat impératif qui est nul. Cela voudrait dire qu'en toute logique, répondant à votre question, et je l'ai également dit, l'actualité de Bafoussam était pour moi, je l'ai dit dans mon parti, peut-être ça a été l'occasion de lancer le débat public. Mais M. Maurice Kamto vous dit depuis plusieurs mois que nous avons des élus. J'ai l'impression qu'en fait, les gens n'ont pas compris la portée de ce qu'il a dit. Il vous a dit je serai candidat parce que nous avons des élus représentatifs dans le MRC. Nous avons des personnes qui ont été élues aux dernières élections. Mais attendez, que je vous dise... Même si elles n'ont pas été élues sous la bannière du parti. Vous voulez nous amener à faire un débat. La Constitution dit que le mandat impératif est nul. Donc, quand M. Maurice Kamto, au jour du boycott, vous dit je suis conscient que le MRC ne peut pas en l'état présenter un candidat aux élections présidentielles futures. Mais c'est quelque chose de très vrai. À ce moment, on n'a aucun élu qui nous a rejoint. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas compréhensible? Si vous avez écouté, il y a un développement qui se balade beaucoup sur Internet, où on vous dit que la position de l'élu s'apprécie au jour de l'élection. Tout à fait. Pas au jour où l'autre élection est passée. Oui. C'est au jour de l'élection où on demande est-ce que ce parti a des représentants. Tout à fait. Mais et justement, sur cette logique, on estimait justement que dès lors que le corps électoral est convoqué, ça peut même être à la veille. Oui, mais même c'est ce si jour que l'on apprécie la question de représentants. Pas d'avoir participé à l'élection, de représentants. Ça veut dire que le jour où on convoque le corps électoral, si un parti politique avait des élus et qu'il les a perdus en route, si on respecte la loi, ce parti ne peut pas présenter. Tout à fait. Il faut qu'on soit clair devant les Camerounais. Merci Guy. Parce Donc qu'on va maintenant, sortir, on va sortir la thématique. oui, parce que j'ai écouté Georges. Mais je suis heureux d'être dans un plateau comme celui-ci. Parce qu'on n'a pas les politiques, on a des gens qui peuvent faire des analyses. Alors on dit la science. On en a, non, au-delà de la science. Le droit c'est une science. Oui. Mais au-delà de la science, je pense qu'on a besoin de faire parler les sociologues aussi dans ce pays. Parce qu'ils ont souvent des analyses. Ce sont les médecins de la société. Bien sûr, ils observent le fait social. On en a besoin. Voilà. Pour éclairer les Camerounais. Mais sauf qu'il parle en termes d'hypothèse. Moi je suis un homme politique, je voudrais lui donner des faits. Le MRC vous supplie depuis longtemps de laisser cette affaire de Kamto peut-il être présenté par le MRC ou pas. Nous voulons qu'on parle programme politique. Et je suis embêté parce qu'il n'y a pas d'autres partis politiques ici. J'ai pas envie de dérouler. Mais j'ai envie de vous dire que nous n'avons jamais mis ce débat sur la place publique. Ce sont les pontes du régime qui l'ont fait. Et qui essaient de brouiller le débat. Je vous dis que l'enjeu pour eux, c'est d'empêcher que l'on ne parle du bilan catastrophique du RDPC depuis plus de 43 ans. Que M. Jean Kouete nous dise ce qu'ils ont fait de ce pays, que M. Grégoire Ona le dise, qu'il laisse le MRC tranquille. Entre-temps, nous préparons un projet. Nous parlons avec les Camerounais. Si vous suivez l'actualité de Maurice Kamto, il a rencontré les Bayam Salam, il a rencontré les intellectuels, il a rencontré les entrepreneurs, il rencontre les gars de la tech. Pourquoi? Parce que nous voulons co-construire ce pays, Monsieur Georges. C'est-à-dire que vous avez posé la question dans votre développement pour les téléspectateurs. Est-ce que c'est un changement de système? Alors vous savez par là, très rapidement. Est-ce que c'est un changement de système ou un changement d'homme? On propose autre chose aux Camerounais, la renaissance. On ne veut plus d'un pays où on décide seulement pour nous et on subit.
on veut faire de la co-construction. C'est pour ça que vous verrez que le projet de Maurice Kamto à l'élection présidentielle qui arrive sera un projet présenté qui aurait été co-construit avec l'ensemble des acteurs du futur Cameroun. Merci beaucoup. On sort justement avec vous, Hervé Nana. On se rend compte que de plus en plus, il y a comme une sorte de volonté de restreindre un certain nombre de personnalités à la gestion de la chose publique. Ce qu'on sait de manière naturelle, c'est que le droit fondamental de tout individu dans un État, c'est de pouvoir accéder à la gestion des affaires publiques. Mais lorsqu'il y a des notes de ceci qui sortent un peu de partout, est-ce que ce n'est pas là une sorte de confiscation qui va pratiquement à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler la loi fondamentale de chaque individu? Oui, bien évidemment. Le droit fondamental, pardon. Le droit fondamental. Bien évidemment, parce que quand les gens sont regroupés dans des secteurs d'activité, dans tout ce qui se passe dans la société civile, il est bien important que quand on veut prendre une décision concernant leur secteur, qu'on les associe à ça, qu'on essaye de comprendre. Parce que quand une décision est sortie, elle est faite pour que les gens puissent l'appliquer. Et non pour qu'on les impose. Il faudrait que les gens comprennent déjà le bon sens de cette décision avant de commencer à l'appliquer. Sinon, on se retrouve toujours dans des décisions qui vont venir ramasser les gens un peu à la contre-volonté.